Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Il est midi, 3 minutes, on vous souhaite la bienvenue en ce mercredi 6 décembre dans votre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM Côte-Nord Attitude. Bon midi, Jean. Bon midi, Valérie. Eh ben, première bonne nouvelle, l'avertissement de neige est terminé. Donc ouais. ça, c'est derrière Je sais nous. pas si c'est une bonne nouvelle. Il annonce assez doux. Après ça, ça va refroidir, ça va geler dur. Ouais, ben écoute, ça pourrait probablement geler, effectivement, puis ça pourrait devenir glissant, mais en tout cas, on a le temps de mettre des abrasifs. Deuxième bonne nouvelle. Oui, c'est le temps, là. C'est ça, exactement. Puis Deuxième. de déneiger jusqu'au sol. C'est ça. Et les voitures aussi déneigez-les comme il faut parce que ça glisse puis ça tombe sur les voitures en arrière, c'est tannant. Et deuxième bonne nouvelle, ben c'est que demain il va faire beau pour la grande guignolée des médias. Oh donc, oui, c'est vrai, la grande guignolée demain. Ouais, on va être dehors, nous autres. Oui, on va être dehors sur le coin du boulevard L'Art et rue Papineau comme d'habitude avec les pompiers, on est toujours là, les paramédics également. Ville, oui, exactement, visible, exactement. C'est donc notre coin. on est bien content qu'il fasse beau demain pour cette activité-là. Non seulement pour nous, mais pour les gens qui vont arrêter aussi, pour les bénévoles, pour tout le monde. C'est plus sécuritaire quand il fait beau, disons-le. Jean, ce midi, on a encore une fois 4 belles entrevues devant nous. Valérie, toi et moi, on devrait se prendre en photo parce qu'on porte encore notre ruban blanc. Raison, Nos 4 invités ce midi sont des femmes. On va leur faire très attention. Le ruban blanc, c'est que aujourd'hui, c'est la dernière journée des 12 jours de lutte contre la violence envers les femmes. C'est aussi le jour où on commémore ce triste événement survenu il y a plusieurs années à l'école polytechnique à Montréal. On s'en souvient. Décembre 1989. En 89. Donc voilà, on porte encore notre ruban aujourd'hui. On parlera pas nécessairement... on va parler de violence faite aux femmes parce que c'est cette fameuse enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a eu lieu finalement à Maliotenam en plein cœur de ces 12 jours de lutte contre la violence envers les femmes. Virginie Michel, conseillère au conseil de bande de Ouachata-Maliotenam, sera avec nous vers 12h28 pour faire un retour. Il y avait quand même une grande responsabilité du côté d'Itum là d'accueillir ces gens-là qui venaient livrer des témoignages libérateurs mais chargés d'émotions. Ces gens-là avaient besoin de leur entourage, mais aussi là des gens de Wawashitun, là c'est les services sociaux du conseil de bande. Donc avec Virginie Michel, on fait un retour sur cette enquête nationale qui fait encore jaser du côté des communautés Innu de la Côte-Nord. Avant ça, on va recevoir Naomi Fontaine, une auteure Innu, une auteure d'ici. Exactement. Qui écrit des films, qui écrit des livres. Écoute, elle écrit des livres. Surtout, en fait, c'est que son premier livre, Quespan, est repris pour être un film. D'ailleurs, on le fait de plus en plus, ça, prendre des bons livres, des bons romans. Ça se fait beaucoup ailleurs. Puis là, au Québec, pourquoi pas, on a tellement de bons auteurs. Ça se fait de plus en plus, prendre des bons romans pour aussi, exactement, pour faire des films. Donc, on le fait avec son premier, Quespan. Bon, on va parler aussi de Manikanetich, qui est son deuxième roman, qui a été publié chez Mémoire d'Encrier. Il y aura un lancement en fin de semaine, samedi, du côté du Centre d'amitié autochtone à Ouachata. C'est important de le faire là parce que le livre traite de Ouachata. En fait, le nom Manikanetich, ça dit tout. Ça se passe à l'école Manikanetich. C'est une enseignante qui revient chez elle pour enseigner à des jeunes au secondaire. En tout cas, je pense que ça transmet vraiment bien la réalité autochtone. En tout cas, on en jasera avec elle. Qui de mieux placé qu'elle pour nous le dire, effectivement. Elle enseigne le français, elle étudie en littérature et elle écrit bien, je pense. Toi, tu les as lus? Très, très bien. Je suis en train d'écouter Quespan en livre audio et j'ai lu Manikanetich. Comment tu faisais? Je me demandais comment tu faisais pour écouter quoi le film qui est en tournage actuellement quand même. Les livres audio, c'est quand même assez magique. Il y a eu des tournages à Maliotenam, à Sept-Îles, à Ouachata au cours des derniers jours. On va en parler avec l'auteur qui est sans doute au courant aussi là de tout ce qui se passe sur le film qu'on est en train de faire avec son premier roman. On va parler du salon de Noël aussi à notre émission Côte-Nord Attitude. Suzanne Houle, de la présidente de l'association sept-îlienne des arts et de la culture, sera avec nous vers 12h40. C'est quand même un regroupement d'artistes qui a de l'âge à cette île, qui organise bien les choses. On va le voir cette fin de semaine avec le salon de Noël. Ça revient donc au centre socio-récréatif à partir de jeudi soir. Ce salon des artisans devrait regrouper là plus d'une trentaine de créateurs de chez nous. On en parle avec la présidente Suzanne Houle à 12h40. En fin d'émission, Côte-Nord Attitude
Attitude, on reçoit la nouvelle porte-parole de la commission, la CNESST. Donc, on parle de santé et de sécurité au travail. On le sait, chaque année, on organise les Grands Prix santé et sécurité. Il y a aussi un concours pour les écoles. On va en parler avec Isabelle Raymond, qui succède à Louise Bertrand au niveau des communications à la CNESST, la direction Côte-Nord. Voilà le menu de ce midi. Et avant cette série d'entrevues, on vous présente un bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM. D'abord, la ville de Sept-Îles conserve ses 4 fleurons dans le cadre de la classification horticole 2017 des municipalités du Québec. Le dévoilement du classement des fleurons du Québec a eu lieu hier lors d'une soirée au Zoo de Granby. 108 municipalités ont été évaluées par la Corporation des fleurons du Québec qui souligne les efforts consentis par la ville de Sept-Îles depuis quelques années pour l'embellissement. 4 municipalités de la Côte-Nord sont inscrites au classement. Sept-Îles obtient la meilleure note avec ses 4 fleurons. Bon, c'est suivi de Havre-Saint-Pierre, Forestville et Escoumins qui obtiennent 3 fleurons. La classification des fleurons au Québec s'effectue une fois chaque 3 ans après des visites dans les municipalités. Sept-Îles a obtenu son 4e fleuron en 2014. La petite tempête des dernières heures n'a pas entraîné que son lot de désagréments comme les conditions routières médiocres, le déneigement et la fermeture des écoles. Skigalix annonce l'ouverture rapide de la saison de glisse. La station récréo-touristique sera en opération dès samedi. L'ouverture est devancée grâce aux bonnes conditions météo et au travail acharné des équipes d'enneigement dans la montagne. 6 pistes seront disponibles pour les 2 premières fins de semaine. L'essentiel du réseau des sentiers de raquettes sera aussi ouvert samedi. Le dentiste bien connu à Port-Cartier, François Morache, était notre invité hier. Il se souvient des conditions particulières de son travail au début de sa pratique pour dispenser des soins de santé il y a 45 ans en Basse-Côte-Nord. Il a été le premier dentiste québécois à pratiquer à Lourdes de Blanc-Sablon au début des années 1970. Les témoignages de familles Innu la semaine dernière à l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées à Maliotenam lui ont rappelé le contexte comparable au tiers-monde. Docteur François Morache se rappelle d'avoir agi comme dentiste de brousse avec l'isolement, la pauvreté et les problèmes de communication avec les Inuits. Le dentiste de Port-Cartier, François Morache, rappelle aussi le dévouement de plusieurs religieuses, infirmières et médecins en Basse-Côte-Nord à cette époque. J'ai vu des cas de dévouement incroyables. Là. Je veux dire, des religieuses qui se réveillaient à 2 heures du matin pour prendre une radiographie. Disons que les enfants autochtones qui nous arrivaient, ils étaient couverts de gomme d'épinette, de gomme de sapin dans les cheveux et pour protéger les enfants contre les mouches noires. Tout le monde, on faisait une équipe multidisciplinaire par la force des choses. François Morache comprend les demandes légitimes, d'ailleurs, des familles d'enfants disparus de Pakwashipi après avoir été transférés à Blanc-Sablon ou Terre-Neuve pour des soins de santé. Il se souvient que les gouvernements ne reconnaissaient qu'une seule réserve autochtone en Basse-Côte-Nord, soit la Romaine, et ne finançaient aucun service à Pakwashipi. Minarno poursuit ses démarches vers l'exploitation d'une mine d'apatite à Sept-Îles lorsque les marchés seront plus favorables. Le projet a franchi une nouvelle étape pour la conclusion d'un accord avec le gouvernement fédéral. Le ministère de l'Environnement du Canada tient une consultation de 30 jours à la suite d'une publication sur le site web de la Gazette du Canada. Le résumé de l'étude d'impact de Minarno précise que le projet répond à toutes les exigences de conformité environnementale. Concernant le parc de résidus miniers, l'aménagement autorisé est celui qui est susceptible d'avoir le moins d'impact sur le plan environnemental. Le document confirme aussi une entente avec le ministère des Pêches et des Océans pour des mesures de compensation pour la perte d'habitat du poisson. La consultation publique fédérale prend fin le 2 janvier 2018. Rappelons que le PDG d'Investissement Québec, Pierre-Gabriel Côté, a annoncé à Sept-Îles en septembre le report du projet. Il promettait de poursuivre les activités de démarchage pour trouver des investisseurs. L'Envol Maison de la Famille a inauguré récemment sa nouvelle cuisine collective à Sept-Îles. Aménagée au sous-sol de la maison Alouette, elle peut accueillir 12 personnes en même temps. C'est supervisé par une technicienne en alimentation. La cuisine collective de l'Envol permet surtout à des familles à faible revenu d'économiser au niveau de l'épicerie et de l'alimentation. La directrice de la Maison de la Famille de Sept-Îles, Bernice Villeneuve, constate que la cuisine collective répond à un besoin.
C'est un grand besoin. Je pense que faut pas se le cacher. On a juste nous à aller voir là, dans les épiceries le coût de panier d'épicerie et on comprend très bien qu'il y a des gens qui en arrachent puis que de faire des cuisines collectives adoucit la fin de mois. L'Envol Maison de la Famille planifie des projets intergénérationnels dans sa nouvelle cuisine. L'organisme réalise un projet de Noël avec l'implication bénévole d'employés de Rio Tinto IOC qui cuisineront toute une journée pour les aînés de cette île. Et les gens de la Côte-Nord sont les champions du bénévolat selon l'Institut de la statistique du Québec. Des données publiées hier dans le cadre de la Journée mondiale du bénévolat révèlent une proportion de personnes qui s'impliquent bénévolement de 55% pour la Côte-Nord. Notre région trône au premier rang devant le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 45% et la Gaspésie à 44%. La moyenne pour l'ensemble du Québec est de 36,4% de la population de 16 à 65 ans ayant fait du bénévolat. L'auteur Inou Naomi Fontaine est avec nous en direct dans quelques instants. Attitude. L'hiver, ce n'est pas toujours un cadeau. Surtout quand il y a 3 pouces de glace sur votre pare-brise. Ou que vous venez de finir d'habiller la petite, puis qu'elle vous dit « Papa, j'ai envie de pipi !» Non, l'hiver, ce n'est pas toujours un cadeau, sauf chez Volkswagen. Jusqu'au 2 janvier, louez le Tiguan 2018 à traction intégrale 4Motion à partir de 429 $ par mois pour 36 mois avec 800 $ d'acompte. Frais de 15 cents du kilomètre applicable après 16 000 km par année. Frais liés au RDPRM de 46 $. Visitez offrevw.ca pour les détails. Embarquez, vous verrez. Volkswagen. Pour mes achats des fêtes, l'incontournable, c'est la librairie Côte-Nord. J'aime offrir de bons livres à mes proches. Ils ont les nouveautés et les incontournables de l'année, que ce soit dans les romans, des livres de recettes, des ouvrages pratiques, bref, il y en a pour tous les goûts. Mais il y a aussi un choix impressionnant de jouets éducatifs, de jeux de société, des articles cadeaux, de la déco, plein de bonnes idées. Et si vous êtes comme moi, c'est-à-dire pas très doué pour l'emballage, vous pourrez même faire emballer les cadeaux que vous venez d'acheter. La librairie Côte-Nord de Place de Ville pour le plaisir de lire et d'offrir. Pendant les fêtes, économisez comme Scrooge sur des vacances luxueuses au soleil avec des rabais allant jusqu'à 1 200 $ par couple dans d'incroyables hôtels tout compris pour adultes et familles. Découvrez notre service primé et envolez-vous avec le numéro 1 dans le Sud. Réservez aujourd'hui auprès de votre agent de voyage ou sur Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Eh bien, Jean, on entendait tantôt là, des idées cadeaux pour le temps des fêtes. Moi, je vous dirais que si vous avez envie de donner la lecture en cadeau, Manicanétiche de Naomi Fontaine, je le recommande. C'est très, très bon. Et justement, on va jaser de ce livre-là, de plein d'autres choses, avec l'auteur elle-même, Naomi Fontaine. Bon midi, Naomi. Quoi, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ouais, tu t'en viens chez vous finalement en fin de semaine. Samedi, il y aura un lancement pour le roman Manicanétiche du côté du Centre d'amitié autochtone à Ouachat. Ça va être à 17h. Est-ce que tu es fébrile un peu de venir faire le lancement ici où, dans le fond, le roman se déroule finalement? Oui, ben en fait, c'est ce qu'on voulait surtout. On avait fait déjà un lancement. Mais je veux juste préciser avant que j'oublie, on a changé l'heure, c'est rendu à 16h. Ah, OK. Fait que, on invite tout le monde. Puis oui, ben c'était vraiment pour moi c'était super important de revenir chez moi puis de faire le lancement là, surtout d'aller faire quelque chose en tout cas à l'école. Puis le vendredi après-midi, c'est ce qu'on fait. Mon éditeur va être là, on s'en va à l'école Manicanétiche, puis on s'en va donner comme une espèce de un petit événement là, puis surtout souligner l'apport de cette école-là, des élèves, puis de l'inspiration en fait. Oui, c'est important parce qu'il y a peut-être même des jeunes qui ont lu le roman puis qui sont peut-être reconnus un peu dans certains personnages, hein, parce que je pense que c'est assez proche de la réalité. Oui, ben je voulais que ce soit proche de la réalité. Je voulais quand même montrer un peu qu'est-ce que ça peut être enseigné dans une communauté. Puis surtout, je voulais montrer la vie quotidienne de ces élèves-là, de ces jeunes-là qui parfois ils sont déjà parents, sont déjà plus proches de l'âge adulte. Puis c'est ça, je voulais qu'on apprenne à les connaître, je voulais qu'on apprenne d'eux aussi, de ce qu'ils ont à donner. Ce qui m'a beaucoup frappé, Naomi, dans ton roman, c'est que il y a, on décrit une réalité qui est quand même assez dure, qui parfois, là, tu sais, peut être même difficile à lire, mais c'est dans une langue hyper poétique, c'est super bien écrit, c'est doux, ça se lit super bien. Est-ce que c'est important pour toi de faire un peu un parallèle entre les deux?
En fait, moi, ce que je voulais, surtout ceux à qui je pensais quand j'écrivais ce livre-là, c'était vraiment mes élèves. Fait que, tu sais, je trouvais ça important de qu'ils se reconnaissent, tout ça. La poésie, je pense que ça fait partie quand même de mon style d'écriture. Je pense que c'est comme ça que j'aime écrire. Ce que j'ai trouvé difficile pour ce livre-là, en fait, c'est d'écrire des dialogues. Puis la narration était un peu, justement, tu sais, empreinte de poésie, tout ça. Puis là, j'arrivais avec des dialogues très avec la langue, tu sais, la langue familière, tout ça. Puis ça faisait un énorme trash entre les deux, en tout cas. Puis là, on m'avait dit non, il faudrait que tu retravailles les dialogues parce que c'est trop étrange, là. Puis mais c'est ça, j'avais trouvé ça plutôt dur. Puis c'est ça qui était en fait un défi pour moi, c'était vraiment d'écrire des dialogues, puis parce que c'est drôle, tu sais, je veux dire, il y a plein de moments que j'ai vécu dans ma classe quand j'enseignais à Manikenetish. C'est des moments dont je voulais parler qui étaient vraiment drôles, tu sais, des expressions que les élèves utilisaient, tout ça, puis j'avais le goût de montrer ce côté-là. Ça a été plus difficile pour moi de montrer ce côté-là, peut-être. Moi, Naomi, Manikenetish, c'était une école secondaire avant de voir le nom sur une pochette de roman, finalement. Je suis allé à quelques reprises, invité par le directeur, Monsieur Caron, à l'époque, là, quand il y avait des activités qu'on voulait un peu médiatiser. Toi, tu y as enseigné vraiment quelques années, quoi, le français, hein? Oui, c'est ça. Moi, j'ai étudié ici à Québec, j'ai étudié à l'Université Laval. Puis quand j'ai terminé, c'était clair pour moi que je retournais à Wahat puis que j'allais enseigner à cette école-là. Puis oui, c'est ça. J'ai enseigné 3 ans le français. J'ai enseigné surtout au niveau secondaire 4 et 5. Fait que moi, je les avais à la fin de leur cheminement, tout ça. Fait que j'ai vu toutes sortes de belles réussites, toutes sortes de détermination. Puis oui, c'était vraiment du concret pour moi, cette école-là. Est-ce que ça a été ton école secondaire aussi? T'as fait ton adolescence dans le coin quand même? Non, moi j'ai grandi à Québec. OK. Puis oui, c'est ça, j'ai quand même été toujours très proche de ma communauté, mais avec ma famille, on était déménagés à Québec. J'ai fait mon primaire secondaire à Québec, puis mes études après aussi. Moi, le Manikenetish, c'est drôle, hein, parce que moi, je rêvais d'aller dans cette école-là quand j'étais petite. Oui. Tu sais, j'entendais toutes sortes d'histoires, puis j'en raconte un peu dans l'histoire, dans le livre. Mais tu sais, ça m'avait l'air d'une école, en tout cas, où est-ce que tu faisais un peu ce que tu voulais, en tout cas, la liberté extrême, là, dont tout adolescent rêve un peu, là. Oui. Fait que moi, c'était un peu mystique, un peu, cette école-là. Puis, tu sais, je pouvais pas m'imaginer d'être dans une école où je serais pas la seule Inou. Tu sais, je trouvais ça incroyable aussi, parce que moi, j'étais toujours là, ici à Québec, j'étais toujours la seule Inou dans ma classe. Puis, tu sais, puis là, je me disais, mais qu'est-ce que ça peut être d'être dans une école, puis, tu sais, qu'il n'y ait que des Inuits, tu sais, en tout cas, tout ça m'avait vraiment frappé à l'adolescence, puis c'était vraiment un rêve quasiment d'aller dans cette école-là. Finalement, j'y suis allée, mais pour enseigner. Moi, je connais encore quelques Blancs qui travaillent dans l'école Manikenetish, mais de plus en plus, le personnel, l'équipe école, c'est des Inuits également. Nous, Valérie, moi, on connaît plutôt les polyvalentes québécois. C'est là que tu as été à l'école, toi aussi, à Québec. En quoi c'est différent, la réalité, là, pour les jeunes de secondaire 4 et 5 à Manikenetish? En fait, c'est ça. Nous, dans les écoles secondaires, on les accepte, dans les communautés, on accepte les élèves jusqu'à 21 ans. Fait que ça devient des groupes. Je veux dire, moi, j'enseignais secondaire 3, 4, 5, puis j'ai enseigné pendant 3 ans. Ça veut dire que moi, mes élèves, je les ai vus pendant 3 ans. Il y en a certains à qui j'ai enseigné, que je voyais quotidiennement pendant 3 ans, que j'ai suivi un peu. Fait que je pense que ce lien-là est extrêmement fort. C'est une petite école aussi, là. C'est 150 personnes environ, 175. Fait que, tu sais, les liens sont très, très forts. Puis je pense que c'est là-dessus qu'un enseignant devrait miser, en fait, pour enseigner dans ces écoles-là qui sont très petites, on enseigne plusieurs années aux mêmes élèves. Fait que, tu sais, de vraiment renforcer ces liens-là, de les rendre solides, puis le lien de confiance, tout ça, je pense que c'est super important. C'était drôle aussi parce que je pouvais, tu sais, je veux dire, nous, on parlait des Inuits, tout ça, puis j'étais pas obligée de rien expliquer. Ils savaient exactement ce que je voulais dire, ils savaient exactement, tu sais, les comparaisons que je voulais faire. On pouvait parler de plein de sujets qui nous concernaient, des choses que j'avais jamais vécues ailleurs dans peu importe, dans les autres écoles où j'étais allée. Fait que, non, je trouvais que
c'est une richesse certainement. Puis je décris un peu dans le livre aussi cette espèce de fierté. Moi, j'ai jamais connu ça aussi de mettre des mocassins, par exemple, des mocassins longs dans l'hiver, de mettre des tucs tricotés, de mettre des boucles d'oreilles Innu, tout ça. Tu sais, je veux dire, il y a comme une espèce de fierté qui renaît, puis qui passe par l'habillement, par le style, puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun de... On sent que tu t'ennuies de ta gang de Manicanétiche. Ça va être un bel événement, je pense, en fin de semaine. Le lancement va être sûrement agréable. Oui, vraiment. Naomi, la semaine dernière, on avait l'enquête nationale là, sur les femmes, les filles autochtones disparues et assassinées qui étaient de passage à Maliotenam, où on a entendu plein de témoignages. Il y a toi qui est publié chez Mémoire d'Encrier, qui parle beaucoup de réalité autochtone. Même chose pour Natacha Canapé-Fontaine aussi, qui, elle, écrit un petit peu plus de la poésie, mais qui est publiée chez Mémoire d'Encrier aussi. Penses-tu que la voix des femmes autochtones est de plus en plus écoutée? Oui. Évidemment, vraiment. Puis moi, je le sens beaucoup par rapport à, par exemple, l'accueil que j'ai par rapport à mon livre dans les médias, mais aussi dans les écoles. Il y a plein d'écoles qui veulent le faire lire. Il y a plein de, tu sais, je veux dire, c'est une manière aussi d'écouter, tu sais, de vouloir, d'être curieux, de vouloir savoir, de vouloir lire les littératures Innu. D'ailleurs, j'ai écouté des extraits parce que c'est diffusé en simultané, là, l'enquête. Puis là, j'ai écouté les extraits. Puis moi, ce qui me rentre pas dans la tête, en tout cas, ce que j'ai de la misère à concevoir en tant que femme Innu, c'est comment est-ce qu'on peut vivre, parce qu'il y avait des aînés qui racontaient un peu comment ça s'était fait, tu sais, tout le changement de mode de vie, puis quel genre de sévices ils avaient vécu, tout ça, comment ça s'était passé, tout ça. Ils racontaient vraiment l'histoire des débuts en tout cas des pensionnats, puis aussi des réserves. Puis moi, je me dis, mais comment c'est possible de vivre tout ça, puis d'être encore là, puis d'avoir encore le goût de se battre, puis d'avoir encore le goût de se tenir debout, d'avoir encore la fierté à l'intérieur de nous, d'avoir encore envie de transmettre des choses à nos enfants. En tout cas, moi, ça me touche directement au cœur, ces histoires-là. Puis ça me rend très, très fière, en fait. Puis malgré, tu sais, toutes les difficultés, puis c'est un peu ça, Manicanétiche aussi, le livre. Les élèves passent par toutes sortes de difficultés, passent par toutes sortes de choses dont ils n'ont pas le contrôle. Puis ils continuent. Ils trouvent que ça vaut la peine quand même de se lever le matin, puis d'aller dans la classe, puis d'apprendre le français. Moi, ça me renverse. Naomi, en terminant, on peut pas passer à côté de Quisipan, hein, parce que il y a un tournage qui se déroule présentement chez nous. Il y aura un film tiré de ton premier roman. Est-ce que tu as hâte de le voir à l'écran, ce livre-là? Oui, vraiment. J'ai vraiment, vraiment hâte. Mais là, c'est un peu pour ça que je descends. Je descends pour le lancement, mais aussi, moi puis mon garçon, on a eu des rôles dans ce film-là. Fait qu'on s'en va jouer des petits rôles, là, des rôles secondaires, mais quand même, tu sais. Puis là, hier, je parlais de ça avec mon garçon, puis je lui disais, tu sais, Marc Aurèle, j'ai dit, on va jouer dans un film, et ce film-là, là, on va le voir au cinéma. Il était comme, non, je veux pas passer au cinéma! Puis il était en mode panique. Mais oui, ça va être tellement beau. Puis ce que je vois déjà, tu sais, on m'envoie parfois des images, tout ça. Puis, tu sais, juste les moments qu'elle a choisi de filmer, par exemple, à l'Arena, par exemple, dans une fête pour aînés, tout ça. Je pense que ça va vraiment faire ressortir une autre vision de la communauté, pas celle à laquelle on est habitué, qui est tout plein de statistiques négatives ou même plein d'actualités vraiment dramatiques. Tout ça, on va voir vraiment un autre côté, la vie au quotidien, puis qu'il y a plein de chemins possibles dans ces communautés-là, en tout cas dans la nôtre. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Puis j'ai hâte de voir l'équipe aussi. Je vais les rencontrer en fin de semaine. Tu dois être curieuse là de voir comment ça se passe, comment ça s'est passé. J'imagine à distance, c'est plus difficile de suivre le tournage quand même là. Oui, vraiment. C'est quand même ton livre qui va devenir un film, c'est quelque chose. Oui, c'est génial. Je pense que c'était vraiment quelque chose d'inattendu parce que Quisipan, je sais pas si vous l'avez lu, mais c'est vraiment pas écrit pour faire un film là. C'est tout plein de portraits, c'est plein de portraits, de moments, tout ça. Mais apparemment, Myriam a voyé un film à travers ça, fait que je suis très, très, très contente. Ça a demandé une réécriture de la part de l'auteur ou c'est la réalisatrice qui a fait le travail? Ben, en fait, moi, je suis co-scénariste de ce film-là, oui. Fait qu'ensemble, on a construit une histoire. On a construit une histoire nouvelle. Puis même, je sais pas si le film va garder le titre Quisipan. Ça reste encore à voir. Mais c'est ça.
Mais c'est inspiré de, c'est pas une adaptation, c'est vraiment inspiré de Quispipan. Ben, Naomi Fontaine, on lit Manikanetich, on lit Quispipan, on va aller le voir également au cinéma et on va te rencontrer ce samedi 16h au Centre d'amitié autochtone à Ouachat pour ce lancement de Manikanetich. Ça a été un bonheur de jaser avec toi ce midi. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Et on parle de tout le déroulement de cette enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées avec la conseillère du Conseil de Banditoum, Virginie Michel, dans quelques instants. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Chez Olivier Nissan, vous êtes le maître de la route durant la vente de fin d'année. Prenez le volant du Rogue 2017 à traction intégrale et profitez de rabais jusqu'à 5 500 $ ou obtenez jusqu'à 2 000 $ de rabais sur le tout nouveau et polyvalent Qashqai 2017 ou encore jusqu'à 5 000 $ sur la Sentra 2017. Sans oublier la Micra 2017 offerte à partir de seulement 39 $ par semaine en location de courte durée 24 mois. L'année tire à sa fin, la vente aussi. On vous attend chez Olivier Nissan à Sept-Îles. Attention, attention! À partir du 28 novembre, c'est la grande vente fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, votre marchand.s. Attention, attention! Tous les pneus en inventaire Goodyear, Bridgestone et Firestone sont réduits de 50%. 50% de réduction sur les pneus Ultra Grip de Goodyear, 50% sur les pneus Blizzak de Bridgestone et 50% également sur les pneus Winter Force de Firestone en inventaire. C'est une méga vente de fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, 354 L'Or à Sept-Îles, votre marchand.s. Premier arrivé, premier servi. Pas de stress, il y a point S. Aluminerie Alouette présente. Tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette offre un temps d'antenne aux organismes qu'elle soutient par le biais d'entrevues consacrées à la promotion de leurs activités. Que ce soit au niveau communautaire, environnemental, culturel ou sportif, tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23. Aluminerie Alouette, engagée dans son milieu, présente. Voici quelque chose que personne n'aime entendre. Heureusement, si ça vous arrive, il y a Carrosserie Plus à Port-Cartier. Carrosserie Plus est un tout nouvel atelier de débossage à Port-Cartier. Que ce soit pour une toute petite bosse qui vous agace à chaque fois que vous regardez votre véhicule ou une plus grosse réparation due à une collision, l'équipe d'Armel Bouchard redonnera fière allure à votre véhicule. Le 95 Portage des Mousses abrite dorénavant l'atelier de carrosserie par excellence à Port-Cartier. Parce qu'à tout bang, il y a une solution. Carrosserie Plus, 88 766 6710. Côte-Nord. Attitude. Je m'entretiens avec la conseillère Virginie Michel qui a assisté à une grosse partie des audiences à l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Ça a été quand même toute une semaine du côté de Maliotenam et le conseil de bande Itoum avait quand même la responsabilité d'accueillir tous ces gens-là sur son territoire. Virginie Michel, bonjour. Oui, bonjour. Dure semaine pour le cœur, libératrice peut-être aussi, la semaine dernière pour la nation Innu. Oui, très éprouvant dans beaucoup de témoignages qui viennent des blessures profondes. Et ça a été très éprouvant, effectivement, mais c'était aussi libérateur et guérisseur. Oui, comme tu le dis dans le communiqué, là, une citation, c'est quand même des enjeux fondamentaux qui ont été discutés, là, même si c'est chargé d'émotions et de larmes, il faut passer à travers, il faut passer par là, comme on dit. Ben justement, il faut commencer par se libérer pour avoir la guérison individuelle et ensuite la réconciliation collective entre les peuples autochtones du Canada et les autres habitants du Canada. Comme je le disais, Virginie, là, vous aviez quand même une grande responsabilité. Je sais que tu es proche des gens des services sociaux, là, Wawachitun, du côté de la communauté de Ouachat-Macmaliotenam. C'est celle un peu d'accueillir et de soutenir ces femmes-là qui venaient témoigner et pour qui c'était quand même difficile, là, qu'on avait besoin d'être entourés pour passer à travers ça. Oui, nous avions eu quand même un service d'aide, là, d'accompagnement, là, surtout après un témoignage. C'était difficile, il y avait quand même beaucoup, la commission avait fait beaucoup sa part en impliquant aussi les chanteurs de la communauté pour bien atterrir. Il y avait aussi toutes les ressources cliniques des services de première ligne. Il y avait aussi
les gens de la spiritualité avec le feu sacré. Donc, les gens avaient le choix de choisir où se faire accueillir pour bien atterrir lors d'un témoignage. Bon. Et les gens des services sociaux, entre autres, des gens comme toi, finalement, le travail s'est fait. Ça a été apprécié, je pense, beaucoup apprécié. Là, des gens de la Basse-Côte, entre autres, des communautés nordiques qui sont venus pour cette enquête nationale. Moi, ce que les gens me disent, que c'était chaleureux comme accueil, puis les gens ont apprécié tout le service qui était mis aux alentours pour les aider à traverser cette épreuve-là. Du côté des commissaires, on a senti beaucoup d'écoute. Je pense que ça aussi, ça a été apprécié d'un peu tout le monde autour de ça. Oui, c'est plutôt leur approche qui était appréciée. C'était pas dans une approche formelle comme quand je pense, moi, la commission d'enquête sur le suicide qu'on avait eu, ça s'est passé à la cour. Tandis que là, ça s'est passé à la salle communautaire. Ça faisait comme un petit salon, ce qui fait que ça incitait les gens à se confier et à s'exprimer. Donc, tout était parfait. Oui, puis je pense que tout le décor, tout le contexte aussi, comme tu le disais, la spiritualité, la présence aussi d'artistes ou de moments, là, plus de création, tout ça, ça a facilité les choses. Là. Ça a rendu cette commission peut-être possible aussi. Oui, justement, avec il y a plusieurs formes d'expression, puis tout le monde n'était pas nécessairement à l'aise à parler tout haut et fort devant le public. Il y a eu quand même à huis clos, ils avaient la possibilité de s'exprimer vers des épreuves artistiques, il y avait des chants, des danseurs. Tout était mis en place pour accueillir les gens et qu'ils se sentent bien. En tout cas, tu le dis dans le communiqué de la semaine dernière, là, où Itum fait un peu le bilan de tout ça. Tu dis que tu es fier, comme leader Inou, là, d'avoir réussi à accueillir les gens dans cette étape charnière. Je pense que c'était important de le faire aussi. Maintenant, l'avenir, Virginie, il faut y croire, là, parce que, bon, elle a été critiquée, cette commission-là. Là, elle semble sur une bonne voie quand même, hein? Oui, quand même. Regarde, actuellement, là, je suis à Ottawa, puis Mme Bennett, la ministre Bennett, a appelé les femmes élues au Canada, puis les femmes chefs, justement pour favoriser comment j'appellerais ça, la mise en place que les femmes fassent entendre leur voix. Donc, on est quand même dans une bonne lancée. C'est sûr, il y a encore des périodes difficiles à passer, mais il faut commencer à parler, à s'exprimer avant de trouver des solutions concrètes pour le mieux-être de nos femmes et de nos enfants. Une collectivité. Les familles qui ont interpellé l'enquête nationale auront sans doute des attentes pour la suite des choses. Toi, t'as pas peur là, que ces gens-là fondent justement trop d'espoir après avoir livré leur témoignage la semaine dernière? Ben, écoute, c'est sûr, évidemment, ils vont se faire beaucoup d'espoir, plein d'espoir. Mais écoute, on a aussi, dans notre passé, beaucoup d'espoir déçus aussi. Mais écoute, il va y avoir quand même un comité de suivi pour justement s'assurer de la mise en place des recommandations. Mais là, la période de recommandation, lors du rapport qui va sortir, c'est quoi? C'est dans 3-4 ans. Maintenant, je pense qu'on est juste dans l'étape à favoriser l'expression des femmes. Déjà, ça va être déjà une première étape d'accompli. Mm-hmm. Il y a le chef Jean-Charles Pietachot qui disait justement qu'il ne faut pas que ça reste dans l'oubli, tout ça, là, et les leaders autochtones, les chefs auront des responsabilités aussi, à voir à ce que les choses se passent mieux peut-être dans l'avenir. Ben justement, tous les leaders autochtones, femmes ou hommes, écoute, la famille commence souvent par la mère, donc une mère en santé, psychologiquement et physiquement, fait en sorte qu'elle est mieux outillée pour bien encadrer ses enfants et répondre à ses besoins. Donc, je crois que c'est un devoir à tous, justement, de favoriser l'épanouissement de ces mères-là. Qu'est-ce qu'on constate de tout ce qu'on a entendu la semaine dernière, Virginie et Michel? Il y avait quand même des histoires qui étaient assez anciennes, qui nous ramenaient là, il y a 60 ans en arrière ou dans les années 70, mais il y avait aussi des histoires récentes qui viennent nous dire que peut-être que ça existe encore aussi, le racisme systémique, entre autres, là, dans notre société, malheureusement, qu'il faut être vigilant aujourd'hui encore, hein? Ça existe peut-être moins, mais ça existe encore, c'est ça? Quand on regarde notre passé de colonisateurs et des blessures face à toute cette étape-là politique qu'il y a eu au Canada, écoute, faut que les gens comprennent toute la transmission intergénérationnelle de cette violence-là qui commence loin derrière. Encore à l'heure actuelle, je te dirais, oui, il y a des prises de conscience,
Mais il y a encore beaucoup de violence au sein des communautés quand même, peu importe les formes de violence. Et je crois que les femmes à l'heure actuelle osent s'exprimer, osent dire c'est assez. Et c'est à nous de trouver les solutions au bout du compte pour être en mesure de dire stop et d'avoir le courage de l'exprimer. Autant les hommes aussi, on va falloir qu'ils reconnaissent toutes les multiples formes de violence. Puis non seulement dans les communautés autochtones, mais aussi dans les communautés allochtones. Hein. La violence n'est pas nécessairement autochtone. La violence, ça fait partie de la société, puis il faut la nommer et il faut faire tout pour la stopper. Oui. Et la dénonciation, comme tu le dis, c'est de plus en plus d'actualité. On en entend beaucoup parler et beaucoup de femmes dénoncent maintenant. Est-ce que dans votre communauté, les femmes là qui posent ce geste-là ont suffisamment d'appui, de soutien là pour pouvoir le faire correctement et passer à travers? Dénoncer exige beaucoup de courage, beaucoup de force intérieure. Il y a des gens qui sont témoignés en public, il y a des gens qui ont témoigné en huis clos. Il y a des prises de conscience qui se font à l'intérieur des familles sans nécessairement encore oser parler. Je crois que ça va évoluer avec le temps, non seulement dans ma communauté, mais partout. Mais justement, il faut dénoncer cette violence-là, puis il faut adopter de nouvelles habiletés sociales justement pour avoir des relations plus saines entre nous. Bon, et en terminant, la commission d'enquête, on va lui souhaiter bonne chance. Elle était très particulière la semaine dernière, là, les audiences de la semaine dernière pour une personne en particulier qui est Michel Audette, qui vient de la communauté de Ouachat-Macmaliotenam. On fonde de l'espoir sur elle pour les gens qui étaient là la semaine dernière et peut-être pour les gens d'Itum pour le suivi de tout ça, hein, j'imagine? Évidemment, c'est sûr. Moi, je suis fière de Michel Audette qui vient de notre communauté. Écoute, elle a quand même un gros parcours professionnel, hein, et puis rendu à ce stade-là, c'est que quelque part, on a reconnu ses compétences et ses forces. C'est sûr, la commission, ça n'a pas toujours été évident parce que la commission a été critiquée, mais pour ma part, moi, je dis bravo et je lève mon chapeau parce que il s'agit de continuer. Quand on est fatigué, on se repose, mais on n'abandonne pas, mais elle n'a pas abandonné, elle a continué parce qu'elle a cru. Eh bien, Virginie Michel, conseillère au Conseil de Banditoum, un gros merci pour cette entrevue. Merci beaucoup. Bonne journée. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Le snack chez Junior est à la recherche de cuisiniers et aides-cuisiniers à temps plein. Formation sur place disponible et salaire concurrentiel. Communiquez avec José au 88 960 2020, 88 968 2921 ou apportez votre CV sur place au 648 Boulevard L'Or. Les nouveautés sont arrivées chez Olivier d'Occasion. Profitez du plus grand inventaire de voitures d'occasion dans la région et du meilleur prix à l'achat ou à l'échange de votre véhicule actuel. Voyez notre inventaire au www.olivieroccasion7îles.com et obtenez un rabais instantané. Venez nous rencontrer au 106 Maltais. Votre radio sera sur place dès 14h30. Olivier d'Occasion, ouvert ce soir jusqu'à 20h. Financement disponible sur place. Préparez-vous pour l'hiver avec le Docteur du pare-brise. Offrez-vous le confort et la chaleur dans votre véhicule avec un démarreur à distance à partir de 259,95 $, pause incluse. La vérification des piles de vos télécommandes est offerte gratuitement. Nous sommes dépositaires des tapis WeatherTech, les meilleurs de l'industrie. Le Docteur du pare-brise vous offre plus de 10 000 produits pour personnaliser votre auto et le plan de financement accordé est disponible chez nous. Pour du service de qualité depuis près de 30 ans, pensez le Docteur du pare-brise. 646 Boulevard L'Or, 88 962 7800. Attitude. Valérie Suzanne Hould est la nouvelle présidente de l'Association sept-îlienne des arts et de la culture. Elle a été élue en septembre, mais ce sera son premier salon de Noël des artisans cette fin de semaine. La SAC, l'Association sept-îlienne des arts et de la culture, c'est un regroupement qui organise des activités qui marchent bien depuis plusieurs années, dont ce salon de Noël qui sera de retour donc dès demain soir au centre socio-récréatif. On est installé dans le gymnase. Suzanne Hould, bonjour. Bonjour. Alors, l'Association sept-îlienne des arts et de la culture, ça va bien d'abord? On a des membres en masse, une bonne cinquantaine d'artisanes à cette île. Oui, surtout des filles.
On a quand même quelques messieurs qui sont membres, mais la majorité, effectivement, c'est des femmes. Et l'association se porte très bien. C'est très diversifié, hein, quand on parle d'art et de culture. Il y a des arts visuels, des arts textiles. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Et on a, à notre salon, on a toutes sortes d'artisanat. On n'a pas seulement du tricot et du tissage. Il y a du cuir aussi. Il y a de la peinture, il y a des bijoux, il y a de la peinture sur verre. C'est vraiment très varié. En même temps, c'est des artisans, c'est des gens surtout passionnés, hein, parce que bon, c'est pas un revenu annuel qui fait vivre une famille non plus, là. On le fait vraiment par passion. Il faut le faire par passion, parce que même quand on vend notre art, peu importe la forme d'art, c'est pas quelque chose qui peut nous faire vivre vraiment, parce qu'on travaille souvent à 10 sous de l'heure ou à peu près, là. On peut pas vivre On a avec déjà ça. calculé ça revient à 10 cents de l'heure. À peu près, dépendamment de l'heure qu'on fait. Mais il faut vraiment le faire par passion. Parce que si on le fait pas avec passion, moi, en tout cas, personnellement, je trouve que ça paraît dans les pièces. Dans ton cas, tu vas exposer, par exemple, de l'art textile, des choses que tu as fait avec ta mère Pierrette. Je pense que c'est un bon exemple, là. Faire une grande couverte sur un métier à tisser, par exemple, quand on calcule le nombre d'heures au bout, à 2 personnes en plus, là, ça revient pas cher de l'heure. Non, ça revient vraiment pas cher de l'heure. Puis au prix où sont rendus aussi les fournitures, aujourd'hui, on le sait, tout augmente. Donc, ça nous coûte de plus en plus cher pour produire nos pièces. C'est le fun que tu le mentionnes parce qu'en fin de semaine, je vais exposer avec ma mère qui m'a transmis sa passion des arts textiles. Mm-hmm. Et il y a plein de belles histoires de même qui pourraient se raconter au salon de Noël, là. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Ça se renouvelle, la production? Il y a toujours des nouveautés, même si c'est les mêmes personnes. À chaque année, on fait des choses nouvelles. Chaque pièce est unique. Mais est-ce qu'il y a des nouveaux artisans exposants? Il y a des nouveaux artisans qui étaient pas là à Noël l'année passée, mais qui étaient là quand même au printemps. Entre autres, on a un artisan qui travaille le cuir. C'est très beau. On a une artisane aussi qui fait des produits maison, genre des savons, des crèmes, ces choses-là. C'est ce qui me vient en mémoire, qui était aussi là au printemps, si ma mémoire est bonne. Parce que ça change, hein? Oui. Mais sinon, les autres artisans, c'est des gens qui reviennent d'année en année, mais qui se renouvellent. On va prendre un exemple d'une personne qui fait de la couture, mais elle va avoir des nouvelles pièces en couture. Elle va avoir toujours la couture, mais ce ne sera pas toujours les mêmes pièces qui reviennent. Oui. Donc, les artistes se renouvellent d'année en année. Puis chacun a ses artistes là qu'on veut voir chaque année, qu'est-ce qu'ils ont fait de nouveau. Il y a des choses, c'est des talents multiples qu'on a à cette île. Hein? Je pense à mon ami Camille Cyr, là, qui quand il est pas sur un terrain de golf ou au curling, fait des boules de Noël en sculpture. Lui, ça doit être son salon. Le salon de Noël, il en fait à l'année des boules de Noël. Oui, lui en fait à l'année, il fait des boules, mais il faut aussi de très belles crèches avec les personnages. Il y a vraiment des belles pièces, Monsieur Cyr. Dans le fond, la plupart de vos artisans produisent un petit peu à l'année, là, sans que ça soit pour le salon de Noël. Il y a 2 grands événements, celui du printemps, plus les abris l'été. Ça fait qu'on en fait un petit peu chaque semaine. Ben il faut, parce que sinon, on peut pas arriver en 2 ou 3 mois à produire assez pour exposer dans un salon quelconque, que ce soit celui de Noël, celui du printemps ou même les abris du Vieux-Quai. Donc, faut travailler à l'année. Accumuler nos pièces, puis après ça, mais quand c'est le temps des salons, on est fiers de sortir toute notre production. L'achalandage dans le salon de Noël, c'est toujours bon? Oui, c'est d'année en année, c'est toujours bon. Les gens nous connaissent les artisans, puis ont hâte de venir voir qu'est-ce qu'on a cette année comme pièces. Et il y a des gens qui reviennent d'année en année qui vont toujours voir les mêmes artisans qui achètent leurs cadeaux de Noël ou le printemps, c'est le cadeau de la fête des mères. Donc, oui, on a un bon achalandage. Mm-hmm. Ça serait peut-être assez difficile à répondre, mais qu'est-ce qui nous distingue de cette île-là dans les arts comme ça? Le rapprochement de la mer, la proximité de la nature, hein? Il y a quand même... c'est très diversifié. On peut pas dire qu'il y a une tendance ou qu'il y a quelque chose qui nous distingue de cette île, hein? Non, on suit la tendance de tous les artisans. Parce que si on va je suis allée au salon de Port-Cartier, il y a 2 semaines, et je regardais qu'est-ce qu'il y avait d'exposé au salon, et ça se ressemble beaucoup d'un salon à l'autre.
un artisan, les artisans, ils font pas toutes la même chose, mais ça se ressemble. Oui. Mais à cette île, on a nos artisans locaux. Ailleurs, on appelait ça, moi, par chez nous, on appelait ça un salon des métiers d'art. On le faisait aussi avant Noël, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un petit peu le même concept, mais on n'est pas regroupés. Mais des artisans, il y en a partout. À cette île, une cinquantaine, c'est quand même un bon noyau, là. Ben, une cinquantaine qui sont membres à l'association, mais il y en a beaucoup plus que ça, des artisans. Il y a des gens qui sont pas nécessairement membres de l'association, mais qui sont aussi des artisans. Oui, et le gros avantage, bien sûr, d'être membre, c'est de pouvoir exposer, c'est de participer à vos événements. Le salon du printemps, ça marche aussi normalement très, très bien, le salon du printemps. Puis les abris aussi, hein, des fois, on a tendance à moins les voir parce qu'ils sont là depuis des années, mais l'été aux abris du Vieux-Quai, ça a bien été cette année? Ça a bien été cette année, malgré qu'on a eu des semaines où la température était pas très, très clémente. C'est toujours ça, hein, mais non, ça a quand même bien été. J'ai été régulièrement voir les artisans qui exposaient. Puis ce qu'ils me disaient, c'est que la majorité était content de l'achalandage et ils ont quand même vendu assez, au moins pour payer leurs frais, là, c'est sûr. Mais ils étaient contents de l'achalandage qu'on avait. Puis il y a beaucoup de gens de cette île qui vont acheter aussi. Hein. C'est pas juste des touristes. Il y a beaucoup de gens de cette île qui vont, puis qui passent, puis qui vont acheter des pièces. Et souvent, ce qui est le fun avec des regroupements qui ont un certain âge, une certaine expérience, comme l'Association sept-îlienne des arts et de la culture, c'est qu'on sait faire les choses. Des fois, on répète des formules gagnantes à chaque année aussi. Entre autres, en fin de semaine, il y a toujours des tirages. Là, c'est une des choses, là, un des intérêts d'aller au gymnase du Centre social cette fin de semaine au salon de Noël. Là. Exactement. Donc, en plus, le salon, c'est gratuit. Donc, vous venez voir nos artisans. Et effectivement, à toutes les heures, on fait tirer un cadeau qui va être donné par un des artisans présents au salon. Suzanne, on peut rappeler les heures. Demain, moi, j'ai des cartons d'invitation. Je vais essayer d'amener ta cousine ou ma belle-mère là au salon de Noël des artisans à 18h. Ça, c'est la cérémonie d'ouverture. Mais demain soir, vendredi, samedi, dimanche, c'est ouvert. Oui, jeudi de 19h30 à 21h, vendredi de 13 à 21h. Samedi de 10h à 17h et dimanche de 10h à 16h. Il y a sûrement plein de découvertes à faire au Salon de Noël des artisans. On va aller vous voir en fin de semaine. Merci beaucoup d'être venu nous voir à Côte-Nord Attitude. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Chez Olivier Nissan, vous êtes le maître de la route durant la vente de fin d'année. Prenez le volant du Rogue 2017 à traction intégrale et profitez de rabais jusqu'à 5 500 $ ou obtenez jusqu'à 2 000 $ de rabais sur le tout nouveau et polyvalent Qashqai 2017 ou encore jusqu'à 5 000 $ sur la Sentra 2017. Sans oublier la Micra 2017 offerte à partir de seulement 39 $ par semaine en location de courte durée 24 mois. L'année tire à sa fin, la vente aussi. On vous attend chez Olivier Nissan à Sept-Îles. Si vous avez acheté ou vendu votre propriété avec l'équipe France Pelletier en 2017, en collaboration avec le Club Voyage Côte-Nord, vous pourriez gagner un crédit voyage d'une valeur de 3 000 $ vers la destination de votre choix. Imaginez votre voyage de rêve qui pourrait bientôt se réaliser. Présentez-vous le jeudi 14 décembre à 10h pour le tirage au Club Voyage Côte-Nord des Galeries Montagnaises. L'équipe de France Pelletier vous souhaite bonne chance. La journée Noël des enfants de vos radios locales vous est présentée grâce à la collaboration de Vitre Expert et du restaurant Le Fin Renard. Pour les fêtes, encourageons les marchands de la région. Ensemble, soutenons nos entreprises. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. 1. Valérie, la CNESST a une nouvelle porte-parole à la direction Côte-Nord. La Commission des normes et de l'équité de la santé et de la sécurité au travail prépare entre autres son concours des Grands Prix SST 2018. Il y a toujours un gala national. Cette année, il y aura lieu à la Fête du Travail le 1er mai. Il y aura aussi donc un gala régional. D'ici le 15 décembre, c'est le temps de déposer des projets pour le concours. Il y a la catégorie éducation à la
prévention. On va en parler avec la responsable des communications à la direction Côte-Nord, Isabelle Raymond. Bonjour. Bonjour. Et puis, on entend souvent, comme la semaine dernière, on avait quand même un rapport là sur l'accident mortel de Luc Arpin à La Romaine. On entend beaucoup parler de vous autres, votre travail d'enquête lors d'accidents de travail, mais la prévention à la CNESST, c'est bien incrusté dans votre mission, ça aussi, hein? Oui, c'est super important. En fait, c'est ce qu'on prône. On veut faire la promotion des droits des travailleurs en frais de santé et sécurité au travail. Alors, c'est sûr, c'est notre priorité. Alors toi, tu vas chausser des grandes chaussures, là, celle de Louise Bertrand qui fait ça, de la prévention, organiser les galas, venir nous voir à la radio, parler dans les médias aussi, des fois dans des moments moins le fun, là, quand il y a eu un décès. Alors, tu te lances là-dedans là, pour les prochaines années. Et oui, c'est une mission que je me donne. Il y a quand même une direction Côte-Nord, des bureaux à Sept-Îles, des bureaux à Baie-Comeau. Il y a une grande équipe ici, hein, à la CNESST. Ça fait pas longtemps qu'on a ajouté le NE, là. On vous a connu longtemps CSST. Oui, là, le changement de nom est en train de rentrer dans les mœurs un peu. Oui, hein? C'est ça. En fait, ça date depuis 2016, si je me trompe pas. Et puis, c'est ça. Là, on est bien installé en région. On a un bureau à Baie-Comeau et un à Sept-Îles. La mission prévention, elle passe beaucoup à travers le gala annuel. Hein? Il y a un gala national, le 1er mai cette année, ça tombe bien. Il y a donc tout autour de ça le travail qui se fait aux entreprises aussi. Hein? On va pas juste les voir pour leur dire de corriger après un événement, mais on bonifie les bons coups dans certaines entreprises aussi. Oui, effectivement. Et de là, on parle du communiqué que j'ai envoyé aux médias pour qu'on puisse en parler à la radio finalement. On parle de réalisations là, qui sont soulignées au niveau de l'éducation. Oui. C'est important de faire la promotion au niveau de l'éducation dans les milieux scolaires parce que c'est les travailleurs de demain. Alors, on dit que quand on prend ça à la base et puis on répète, on martèle avec le sujet qu'il faut prévenir. À un moment donné, ça vient qu'à rentrer dans la tête des gens. Et c'est drôlement important, hein? Les habitudes de vie, on le sait, là, on en parle beaucoup pour l'exercice physique, les bonnes habitudes alimentaires, mais c'est vrai aussi pour la façon, notre méthode de travail, de commencer avec une bonne méthode sécuritaire. On le sait, les accidents de travail, c'est souvent les jeunes dans les entreprises, hein? Oui, c'est les jeunes, puis c'est pour ça que je vous dis, là, c'est important là, de bien lancer le message là, au niveau des commissions scolaires, puis c'est pour ça qu'on amène des projets comme ça. Les gens, ils peuvent participer à ce genre de cette catégorie-là qui s'adresse au milieu scolaire. Puis, il y a d'ailleurs une date butoir qui va arriver assez vite. Là, on parle du 15 décembre pour monter un projet. Comment ça fonctionne, le concours dans la catégorie éducation à la prévention? C'est surtout les écoles secondaires qui peuvent avoir des projets. Là, les cégeps, le cégep aussi. Oui, enseignement secondaire, autant privé que public. Là, enseignement secondaire, professionnel, collégial, universitaire même. On parle des commissions scolaires et aussi des regroupements de milieux de l'éducation, là, comme les communautés de pratique, les communautés de travail, les regroupements d'enseignement. Oui, il y a beaucoup de formations professionnelles qui se fait à cette île quand même. Là, souvent c'est à l'école qu'on prend les bonnes habitudes qu'on doit garder au travail. C'est ça. Puis dans les milieux professionnels, justement, dans certains domaines, ils ont à utiliser des machines spéciales ou de là l'importance là, de tout l'aspect sécurité. Là. Est-ce qu'on a des exemples, Isabelle, de projets là qui ont été présentés ou réalisés dans le passé dans les milieux scolaires qui ont peut-être participé au concours justement par le passé là, dans notre région? Dans notre région, depuis les 3 dernières années, il y a eu des candidats, mais il n'y a pas eu de finalistes. Alors, on peut pas en parler pour la région, mais si vous voulez, je peux vous donner un exemple à titre provincial. Il y a au campus Notre-Dame de Foix qui, eux, offrent une formation unique. Là, ça s'appelle Service conseil aux entreprises et préarrangements funéraires. Alors, auparavant, pour des entreprises comme ça, la prévention en santé et sécurité, ça se résumait avec un cours de secourisme ou une trousse de premiers soins. Alors, eux, ils ont eu l'idée, là, parce que c'est plus que cela, dans le fond, là, ceux qui travaillent au niveau tout l'aspect funèbre, ils doivent aller dans les cimetières, ils doivent travailler en laboratoire. Alors, le côté sécurité est très présent. Alors, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que ils ont créé un cours qui s'appelle Prévention, santé et sécurité en milieu funéraire. Et puis ça, chaque étudiant a été amené à concevoir un
un plan de prévention en santé et sécurité pour une entreprise funéraire, mais également pour chaque poste qu'ils pouvaient occuper, là, comme transporteur, conseiller. Puis cette activité-là a été demandée à l'aide des gestionnaires et celle des professeurs aussi, là, qui ont contribué à ce projet-là. Puis chaque plan de travail, là, chaque poste de travail, là, l'élève devait comme faire une liste des choses là, qu'il devait faire pour rendre ça plus sécuritaire, dont élaborer une politique de qualité, un code de conduite pour les employés, un code vestimentaire, des modalités de supervision en ce qui concerne la santé et sécurité au travail. Et j'ai une liste assez longue, là. Alors, c'est une réalisation qui a été faite par ces étudiants-là. Et ils ont pu ajouter ça à leur curriculum vitae. Puis désormais, ils ont déjà un projet en main là, avec leur futur employeur. Ça peut être utile pour son employabilité aussi, que ça veut dire là de faire des bons projets de prévention à l'école. Quand même, ici, il y en a beaucoup des jeunes qui apprennent. C'est vraiment l'idée d'inculquer là finalement une notion de prévention, de sécurité là dès le départ. Dès le départ. En jeune âge. C'est ça, en jeune âge, effectivement. Puis le reste du gala, on le sait, à chaque année, il y a quand même des entreprises, ArcelorMittal, Alouette, ils ont des départements de santé et sécurité. On a honoré des gens du côté des syndicats aussi dans le passé au niveau du gala régional. Ça va aller à plus tard, j'imagine, les mises en candidature et tout ça. Là. Avant les fêtes, on se concentre sur la catégorie éducation. Éducation, effectivement, mais il y a notre jury qui s'est regroupé là, dernièrement pour évaluer les candidatures qu'on avait reçues pour le gala, en fait, notre colloque là, qui s'en vient à la fin du mois de mai. Alors, c'est en évaluation. Au mois de mai, on va pouvoir connaître les lauréats de notre région. C'est ça, c'est en mai chaque année qu'on a un grand colloque, hein, parce qu'à la fois, il y a un volet formation, j'imagine, puis aussi un volet reconnaissance, un beau petit gala où on félicite les gens qui font bien dans ce domaine-là. Oui, effectivement. C'est important quand même dans la région. Hein. C'est plus le fun de parler de vous autres dans un contexte comme ça que quand il y a un accident de travail, comme la semaine dernière, on recevait l'inspecteur-chef là, pour la Côte-Nord suite à un accident mortel à la Romaine. Ben on le voit, la prévention, c'est prioritaire. Prioritaire, oui. Effectivement. Isabelle Raymond, porte-parole de la CNESST à la direction Côte-Nord. Un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude. Ben, ça me fait plaisir. Et à 12h59, on termine cette édition toute féminine ou presque. Si ça n'avait été de toi, Jean, on n'aurait eu que des femmes à l'émission. Tu voulais-tu que je m'efface, comment? Ben non, ben non. J'aurais bien voulu m'effacer, ça ne m'aurait pas dérangé. Ben non, pas du tout. Je vous rappelle que Valérie et moi, on porte encore le ruban blanc parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. On commémore en même temps l'événement à l'École polytechnique à Montréal. Mais il y avait, au cours des derniers jours, ces 12 jours de lutte contre la violence envers les femmes partout au Québec. Tout à fait. Donc, demain, dernière de la semaine de Côte-Nord Attitude. As-tu déjà une idée de qu'est-ce qui s'en vient demain midi? On va recevoir, entre autres, Christine Lebel qui va venir nous parler de tout ce qui se passe au musée régional. Même si on refait les murs, on ne ferme pas le musée. Puis il y a la boutique aux Muses qui, comme le salon de Noël en fin de semaine, peut être un endroit à visiter dans cette saison des cadeaux. Tout à fait. Donc, merci d'avoir été là. On vous souhaite de passer un bel après-midi à Pure FM. Vous avez entre autres de la musique de Noël qui s'en vient pour vous accompagner. Bye bye.